Bonjour, bonjour, on se retrouve avec la partie 2 de ma FAQ. Je suis un peu différente parce qu'en fait il s'est passé à peu près 4 heures entre le tournage de la première partie et celui de cette seconde partie que vous êtes en train de regarder, puisque j'avais voulu faire les choses bien et enchaîner directement le tournage de la première et de la deuxième partie, sauf qu'en fait je me suis rendu compte à la fin du tournage de la deuxième partie que j'avais oublié d'allumer mon micro. Voilà. Bref, si vous n'avez pas vu la première partie de cette FAQ, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. On y parle notamment de chirurgie esthétique, de mon rapport avec les réseaux sociaux, de ce que je faisais avant d'être créatrice de contenu sur Internet et de plein d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, vous allez regarder. Puis si ça vous intéresse pas, ne regardez pas. Hein, voilà, c'est comme celle-ci d'ailleurs. Donc j'attaque tout de suite avec la première question, qui est une question qui fait partie de celles qui sont le plus revenu que vous m'avez le plus posé, à savoir que devient ta marque numéro 7 ? Alors si vous n'avez pas suivi ou si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé il y a environ 4 ans avec une amie à moi une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Numéro 7. Et alors, comment vous dire ? Numéro 7, ça a été un projet vraiment qui m'a passionnée. J'ai adoré mettre le nez là-dedans, mettre le nez dans la création de vêtements, dans la confection de vêtements. Ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante qui m'a aussi permis, l'air de rien, de m'approcher d'un autre métier que celui que je fais aujourd'hui, à savoir faire des vidéos, du montage, de la communication, écrire des trucs, prendre des photos, des choses comme ça. Ça a été vraiment absolument génial. Mais alors, je pense que professionnellement, alors j'ai pas eu, si vous avez vu la première partie de cette FAQ, vous le savez, j'ai pas eu énormément d'expérience professionnelle, mais alors vraiment, celle-ci, comment vous dire, mais l'enfer en fait. On ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas le nez dedans, d'à quel point c'est complexe et difficile et éreintant de vouloir faire des vêtements. Parce que nous, tout du moins avec Numéro 7, on avait quand même vocation à faire quelque chose d'un petit peu éthique, on va dire. Et alors vraiment, mais c'est une horreur quand tu débarques comme ça seul, genre deux nénettes de 30 ans qui ont en plus de ça pas énormément de moyens parce que nous on a toujours voulu rester en fait indépendante et ne pas faire de levée de fonds et de choses comme ça. Mais quelle angoisse. J'en avais déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On est passé, ça a été ces 4 dernières années, ça a été une bataille absolument constante pour réussir à sortir 4 pauvres fringues. Je veux dire, c'est une angoisse, quoi. C'est un projet qui nous a fait beaucoup galérer, premièrement parce qu'en fait, on n'était pas à plein temps dessus. C'est-à-dire que moi, j'avais à côté de Numéro 7 mon activité de créatrice de contenu. Mon associée avait elle aussi sa propre activité. Et en fait, on ne pouvait absolument pas abandonner nos activités principales. Alors moi déjà premièrement parce que j'adore ce que je fais et j'avais pas envie d'arrêter, mais aussi parce qu'en fait Numéro 7 ça ne nous a jamais rapporté un radis, hein. C'est-à-dire qu'on a dû investir tellement d'argent dans ce projet qu'on avait beau avoir des fringues qui sortaient et les vendre, je veux dire à aucun moment ça n'a couvert tout ce qu'on avait investi. C'est des trucs, si vous voulez, ça prend beaucoup de temps, en général ça prend quand même plusieurs années. Donc ça a été la première difficulté, le fait qu'on ne pouvait pas se mettre à 100% sur ce projet parce que c'est vraiment le type de projet qui demande à ce qu'on soit à 100%, voire à 14 500%. Le deuxième gros souci qu'on a rencontré avec cette marque, c'est que vraiment, et je sais que c'est le cas pour suivre et avoir écouté pas mal de podcasts par exemple, où les invités sont des créateurs et des créatrices de marques, mais vraiment, en fait, quand tu es une pettoute marque, quand tu fais pas partie, d'un énorme groupe et que tu débarques pas en mode ouais, je vais faire des productions, de 35 000 pièces, vraiment, tous les fournisseurs et tous les trucs, tu vois, du début à la fin de la chaîne te mettent, mais alors même pas des bâtons dans les roues, ils te mettent des troncs, hein, voilà, c'est-à-dire c'est les troncs dans les roues. Donc, bon chance pour avancer quand c'est comme ça. Et nous, le dernier, entre guillemets, événement qui a fait que ça a compliqué les choses, c'est qu'on a eu toutes les deux un enfant. Alors moi, un deuxième, et pour mon associé, un premier. Ce qui fait que, on a été enceinte, et puis après, nos enfants sont nés, donc on s'en est occupé. Donc on a eu une longue période de pause, qui concrètement, à l'heure actuelle, en fait, dure toujours, tout du moins pour vous. Sauf que nous, en fait, de notre côté, il y a environ, je pense il y a 1 an maintenant,
on s'est posé la question, on s'est dit ok bon qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 2 ans qu'on galère, qu'on a du mal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce que vraiment on met un gros coup de collier et on essaie d'y aller à fond et on essaie de faire les choses bien et on essaie vraiment de transformer ce projet en quelque chose de canon et en quelque chose qui fonctionne? Et c'est la décision qu'on a prise en fait, vraiment d'y aller à fond, de s'investir autant que possible, que ce soit au niveau personnel, au niveau du temps, au niveau énergie, niveau financier aussi. Donc on s'est mise à travailler sur une nouvelle collection, on a commandé un nouveau site internet, on voulait faire des nouveaux packaging, enfin vraiment on était parti sur un truc, alors je veux pas dire un truc de ouf parce que bon bah on se détend, hein, on est que 2 meufs qui essaient de faire des fringues, tu vois, mais on voulait vraiment faire les choses bien et surtout se donner à fond, un peu comme un dernier, tu vois, genre c'est la dernière chance, là vraiment on y va à fond de balle et puis on voit ce que ça donne. Et je ris, mais c'est nerveux, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc tout ça, donc on a commencé, hein, vraiment, on a commencé à faire une collection, à avoir des prototypes, le site internet. Honnêtement, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, de ce que j'en sais, le truc est terminé, et on voulait en fait lancer tout ça au printemps 2020. Hein, voilà, et au printemps 2020, qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule? Le putain de Covid, hein, et l'enculé de confinement. Voilà. Donc, comment vous dire que vraiment, on a été, mais fauchés en plein élan, tu vois, en plein décollage. Et maintenant, donc plus de 6 mois plus tard, on en est vraiment au stade où en fait on ne sait pas quoi faire parce qu'on a quand même une collection qui est quasiment prête, c'est-à-dire qu'on a même des vêtements, on a des vêtements qui ont été produits, hein, c'est-à-dire qu'ils dorment maintenant depuis des mois dans notre centre de logistique. On a des trucs où on a fait plein de protos, on a les métrages de tissus pour faire nos vêtements, mais on en est au stade en fait où on ne sait même plus si on a envie d'investir, que ce soit du temps comme de l'argent, parce que je sais que c'est jamais très bien vu de parler d'argent, mais néanmoins l'argent c'est un vrai sujet en fait quand on est dans des projets comme celui-ci ou dans n'importe quel projet entrepreneurial qui demande en fait un investissement financier. Et en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas quoi vous dire. Enfin si, je peux vous dire que numéro 7, ça va s'arrêter, c'est sûr et certain, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte, et c'est à peu près la même chose pour mon associé, que on en a marre de faire des fringues. C'est trop compliqué, ça demande trop d'investissement. Nos vies, en fait, entre le moment où on a commencé ce projet et aujourd'hui, ont beaucoup changé. Mon associé a eu un enfant, moi j'en ai eu un deuxième qui est donc encore tout petit, qui n'a même pas encore 2 ans. Et nos priorités dans la vie, en fait, ont changé. Donc ce qui est sûr et certain, a priori, je pense à 99%, j'aime bien laisser toujours un petit pourcent pour... Bon, on sait pas sur un malentendu, mais à 99%, on est quand même sûr et certaine que numéro 7, à un moment, on va fermer boutique, ce sera terminé. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qu'on fait de cette collection qui est presque prête. Est-ce qu'on investit encore de l'argent pour essayer de la sortir et pour essayer, entre guillemets, de sauver les meubles ou pas? Ça, on ne sait pas. J'ai envie de dire, vraiment, pensez-y. Pensez à tout ça, à tout ce que je viens de vous raconter quand vous achetez chez une petite marque indépendante. Alors je sais que c'est un truc qu'on m'a pas mal reproché, à savoir le tarif des vêtements, mais je pense qu'en fait vous n'avez aucune idée de à quel point ça coûte cher, à quel point c'est compliqué et à quel point quand tu es une petite marque et que tu veux faire des vêtements et que tu veux le faire bien, ça te coûte en fait un fric mais monstrueux. Voilà, bon bref, ça c'est un autre sujet, je vais pas commencer à embrayer là-dessus parce que voilà, on parle très souvent de mode éthique, que ce soit ici ou sur Instagram et des choses comme ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram, hein, parce que c'est sympa, hein. Mais voilà pour le sujet de numéro 7 qui, a priori, le sujet va être clos, je pense, incessamment sous peu, dans les mois qui viennent. La question suivante, alors qui n'a absolument rien à voir, mais j'ai pris le parti de ne pas faire de catégorie, comme ça c'est, je sais pas, ça fait des petites surprises, c'est sympa, hein. Tu parles souvent de ton fils, mais jamais de ta fille. Ça, c'est aussi une remarque qui revient assez régulièrement. Le fait que effectivement, je parle assez souvent de mon fils. Par exemple, je vous ai parlé du fait qu'on a fait la DME avec lui, ou je vous ai parlé de son sommeil, ou parfois je vous montre ses jouets, ou des fois sur Instagram, on le voit en train de jouer, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ma fille, on ne la voit absolument jamais. Alors que je n'en parle jamais, ça c'est pas vrai, parce que j'en parle quand même assez régulièrement, mais bon on peut pas tout voir et puis c'est comme ça, mais j'en parle quand même de temps en temps. Mais alors, si vous voulez, il y a un truc, c'est très simple, le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, mon fils a 2 ans et ma fille en a presque 13. Donc si vous voulez, l'impact
en exposant certaines parties de leur vie sur les réseaux sociaux n'est pas du tout le même. On ne parle pas, enfin je veux dire, les sujets ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. J'expose mon fils entre guillemets sur les réseaux sociaux, alors sans jamais montrer son visage, parce que moi je considère vraiment que ce sera leur choix à eux plus tard de montrer leur visage et de s'exposer vraiment sur les réseaux sociaux. Je ne juge absolument pas les personnes qui montrent le visage de leurs enfants sur les réseaux sociaux, vraiment. Enfin, vous savez, moi, dans la globalité, en fait, ce que font les gens, peu ou prou, je m'en fous, hein, voilà. Mais toujours est-il que moi, j'ai pris le parti, il y a maintenant des années et des années, de ne pas montrer le visage de mes enfants sur Internet, ni de donner leur prénom, parce que ça, c'est un truc personnel et que j'ai pas... Et que, en fait, ça, c'était une question qu'il y a eu, genre, pourquoi tu ne dis pas le prénom de tes enfants, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir l'avis des gens sur le prénom de mes enfants. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui demandent vraiment ça avec une bonne intention et plus dans une idée de partage et voilà. Et même pas forcément de curiosité malsaine, mais juste pour le petit pourcentage de personnes qui sont dans une curiosité un petit peu malsaine et qui potentiellement vont commencer à donner leur avis, voilà, par exemple sur le prénom de mes enfants, et bien en fait, je ne le fais pas. Alors, c'est un petit peu triste, mais malheureusement, c'est le jeu des réseaux sociaux et il faut savoir un petit peu se protéger, hein. Donc voilà, dans les grandes lignes, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée, c'est-à-dire que l'impact en fait pour mon fils quand je vous raconte qu'avec lui on a fait la diversification menée par l'enfant, ou quand je vous dis oh là là, regardez, je sais pas, ce petit pantalon qu'il porte, il est tellement mignon, ou il adore ce bouquin, si vous voulez, l'impact c'est pas le même que si maintenant je commence sur les réseaux sociaux à vous raconter la vie de ma fille, je sais pas si potentiellement elle a des problèmes au collège, ou si, enfin, bon voilà, je pense que vous voyez l'idée, et je pense que vous comprenez aussi pourquoi il y a ce décalage en fait. Une autre question qui tourne autour des enfants, et plus particulièrement de mon fils, l'allaitement de ton fils terminé, toujours en cours, tu nous racontes, ça c'est une question aussi qu'on m'a beaucoup posée ces derniers mois. Alors j'ai allaité mon fils pendant 14 mois, et en fait, ça s'est arrêté naturellement. Voilà, très rapidement, très simplement. Nous, notre fils, très vite, il a très bien mangé. Encore une fois, on a fait la DME avec lui. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas ce qu'est la DME, ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre expérience, voilà, je vous la mets dans le petit i, dans la barre d'infos. J'ai toujours dans le petit i, et en fait, après, quand je fais la vidéo sur YouTube, j'ai la flemme. Donc vraiment, allez dans la barre d'infos, en fait, vous emmerdez pas avec le petit i. Enfin, s'il apparaît, n'hésitez pas, mais en règle générale, il n'apparaît pas, car je ne le fais pas. Donc nous, on a eu, c'est pas forcément lié à la DME, mais toujours est-il que notre fils, très rapidement, a commencé à très bien manger, il mangeait solide, il mangeait comme nous, à partir de 1 an, voilà, il faisait des repas, vraiment des repas absolument normaux, et ça a fait que pour lui, tout du moins, encore une fois, vraiment là, je parle de mon expérience, enfin de notre expérience à mon fils et à moi-même, lui, la tétée, voilà, à partir de 1 an, c'était plus du tout quelque chose de nutritif, vous voyez, de nourricier, c'était vraiment, voilà, la tétée câlin, la tétée un peu réconfort, la tétée doudou, hein, à maman doudou, hein, voilà, c'était moi. Bon, c'est toujours un petit peu le cas d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, il tétait en toute logique, de moins en moins, il réclamait de moins en moins le sein. Et quand il a eu 14 mois, je m'en souviens très nettement, il a passé 2 jours chez ses grands-parents, enfin 2 jours, 1 nuit, où il n'était pas là, et où en fait moi je n'ai pas tiré mon lait pendant ce temps-là, sachant que voilà, quand tu allaites et que tu es séparé de ton enfant, il faut que tu tires ton lait pour stimuler en fait ta lactation, et en fait je ne l'ai pas fait, ce qui fait que quand il est rentré, alors c'est pas que j'avais plus de lait, hein, ça aurait très bien pu repartir, etc., mais voilà, alors, putain, je suis en train de m'engluer dans mes explications. En gros, quand mon fils est rentré de ses 2 jours chez ses grands-parents, il n'a pas réclamé le sein, et en fait, je ne lui ai pas proposé. Et notre allaitement, en fait, s'est arrêté ici. Alors franchement, au début, pour moi, ça a été super difficile. Je l'ai vraiment très mal vécu parce que j'avais vraiment envie de faire un allaitement long, voire même très long en fonction du point de vue duquel on se place. Moi, j'aurais voulu allaiter au moins jusqu'à 2 ans, voire peut-être un peu plus. Enfin, c'était mon idée de départ, c'était mon allaitement fantasmé, rêvé, si tu veux. Et le fait que ça s'arrête à 14 mois comme ça, et que en plus de ça, ce soit quand même clairement mon fils qui se détourne de l'allaitement parce qu'il avait plus envie et que ça le branchait plus particulièrement. J'ai mis un petit moment, si tu veux, à le digérer. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, parfois c'est un petit peu difficile. D'ailleurs,
Petite anecdote, moi j'ai arrêté en fait de suivre Tajine Banane sur Instagram. Tajine Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait une marque géniale, vraiment que je vous mets leur site et leur Instagram dans la barre d'infos, vraiment allez voir. Ils font des vêtements d'allaitement qui sont absolument canons. Il y a une démarche derrière la marque qui est top. Mais si vous voulez Tajine Banane sur Instagram, c'est-à-dire que c'est toute la journée des petits bébés en train de téter. Et alors moi, en fait, ça me faisait tellement de mal de voir ça, alors que moi, mon allaitement avait été écourté, qu'en fait, j'ai arrêté de les suivre. Hein. Donc, au passage, petite leçon de bonne utilisation des réseaux sociaux. Et pourtant, voilà, ça me fait chier parce que je les adore et j'ai envie de les soutenir, etc., etc. Mais j'ai préféré, en fait, voilà, couper. Plutôt que tu vois de mal le vivre à chaque fois que je vois une publication et voir finir par être un petit peu, je sais pas, un petit peu aigri, un petit peu vénère. Enfin, ça ne sert à rien. Encore une fois, bah là c'est pareil. Si vous regardez cette vidéo et que je vous énerve, bon bah fermez la vidéo et puis allez ailleurs. Vraiment, rendez-vous service. Hein. Donc vraiment au début, moi je l'ai hyper mal vécu. J'étais très très triste. Ça a été vraiment pour moi un processus de deuil et même encore aujourd'hui, parfois, alors qu'il va avoir dans 1 mois et demi, là, il aura 2 ans, parfois pour moi c'est difficile. Et des jours où je me dis, oh tiens, tu sais, enfin vraiment la meuf complètement tarée, je me dis, oh tiens, peut-être que je pourrais essayer de relancer ma lactation, non mais n'importe quoi. Hein, vraiment, il ne faut pas que je fasse ça. Mais voilà, en fait, j'ai pris une décision à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais le choix entre parce que mon fils, je n'aurais pas si j'avais continué à lui proposer la tétée, il l'aurait pas refusé. Mais en fait, j'ai préféré saisir l'occasion de son désintérêt, qui était peut-être juste ponctuel, mais toujours est-il que ce désintérêt à ce moment précis était réel. Donc j'ai préféré vraiment saisir cette occasion et que ça se passe en fait dans la douceur et sans heurts, si je puis dire, plutôt que parce que moi j'avais envie de continuer, pas de m'acharner, parce que le mot est pas bien choisi, mais vous voyez ce que je veux dire, pour au final peut-être 6 mois après, je veux dire moi ne plus en pouvoir d'allaiter et que ce soit entre guillemets la guerre avec mon fils et que ça se passe hyper mal pour qu'il arrête de téter. Voilà, donc bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire que je m'en remettrai, hein, voilà, mais c'est comme ça que ça s'est passé et maintenant avec le recul, parce que ça commence à faire un moment, je sais que c'était la bonne décision. Mais quand même, hein, bah ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en plus, ça veut dire qu'ils grandissent, tu vois, et je me dis, voilà, plus jamais, en fait, on sera... Enfin bon, bref, je vais pas commencer là-dedans. Non, je vais me mettre à pleurer, les trucs comme ça va être pathétique, hein, on va arrêter. Une question que j'ai beaucoup aimée, si demain, il n'y avait plus de Covid, qu'est-ce que tu ferais en premier ? Alors moi, c'est clair et net que si demain, il n'y a plus le Covid, vraiment, je vais voir tous les gens que j'aime et je les serre dans mes bras et je leur fais des milliards de bisous. Hein. Mais vraiment, ça, c'est un truc, ça peut paraître con. Il y a des gens sûrement qui vont dire, oui, moi, je voyage, ou moi, voilà, plein d'autres trucs. Moi, ce qui me manque horriblement, c'est genre, je sais pas, quand je vois mon père ou ma mère, de pas pouvoir les prendre dans mes bras, tu vois, et de pas pouvoir leur faire de bisous. Moi, je suis quelqu'un de hyper tactile. J'adore toucher les gens, enfin les gens que je connais. Hein, je suis pas dans la rue comme ça en train de tripoter n'importe qui, hein, évidemment. Mais mes proches, en fait, j'adore. Moi, j'ai besoin de les toucher. Ça fait partie de, je sais pas comment dire, de mes langages de l'amour, tu vois. Et depuis l'arrivée de cet enculé de virus là, ne plus pouvoir avoir de vrais contacts physiques, ou alors tu sais quand t'en as, t'es là, tu sais, t'es en apnée, tu vois, t'es genre vraiment là, tu ne parles pas, tu fais en sorte c'est l'angoisse totale. Moi, je trouve ça hyper difficile, vraiment. Et quand même, la deuxième chose que je ferais sans aucun doute si le Covid disparaissait, ou quand il disparaîtra, ou quand on aura un vaccin ou un traitement ou des choses comme ça, voyager, clairement. Voilà, je pense que c'est la deuxième chose qui me manque beaucoup, pouvoir juste... alors, il y a des gens qui voyagent, hein, en ce moment, voilà, c'est pas interdit, enfin tout du moins encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, sachant qu'on est le combien ? On est le 27 octobre, donc au 27 octobre, ce n'est pas interdit de partir en vacances ou de voyager, mais bon, voilà, moi je suis partie en vacances cet été, mais c'est bon, en fait, j'ai pas envie, hein, tout simplement. Donc ça, j'avoue que retrouver l'insouciance, enfin la légèreté, alors la légèreté quand même dans la globalité de la vie, hein, ça on va pas se mentir, mais tu sais, retrouver ce truc de, on part en voyage, on part en vacances, on se pose pas de questions, on se dit pas,
pas ah putain ça craint, on va être en contact avec des gens, machin, je sais pas quoi, le train, les aéroports, des choses comme ça. Vraiment c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer et j'ai hâte que ça revienne quoi. Vraiment j'ai hâte. De la pure curiosité, ça fait quoi d'avoir 10 ans d'écart entre ces deux enfants? Bisous. Bisous à toi aussi. Alors en même temps, je ne cite pas les gens, mais bon, c'est pas grave, je vous fais des bisous à tous. Hein. Bon, alors des bisous avec la distanciation sociale, hein, vraiment comme ça, tu sais. Alors moi, personnellement, je trouve ça super cool d'avoir un aussi grand écart d'âge entre mes deux enfants, parce que du coup, pendant 10 ans, on a bien pu profiter de notre fille, on a bien pu aussi nous, en tant que enfin pas que parents, mais en tant que couple, en tant qu'individu, profiter de la vie, parce que forcément, voilà, à un moment, elle était plus grande et on pouvait facilement la faire garder. Et il y a eu une période où on a beaucoup voyagé, notamment avec elle et sans elle, voilà, donc on a vraiment profité à fond et quand notre fils est arrivé, trop bien en fait de les voir ensemble. Alors je pense pas forcément que ça se passe toujours comme ça quand il y a un grand écart d'âge entre les enfants, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient 10 ans d'écart, en fait il n'y a pas du tout de problématique, tout du moins encore une fois dans notre cas particulier, il n'y a pas du tout de problématique de jalousie ou de trucs. Alors si, c'est souvent mon fils, parfois, il aime pas trop que ma fille, genre, vienne me faire des câlins et des trucs comme ça. Bon, en même temps, il a 2 ans, hein, bon, on lui pardonne. Hein. Mais dans l'autre sens, en fait, il y a pas de souci. Nous, notre fille, elle a pas du tout mal vécu, en fait, l'arrivée de son petit frère. Elle comprenait très bien, par exemple, à l'époque où il dormait très mal, on devait le porter toute la journée, ou alors on était crevés, des choses comme ça. C'est des choses qu'elle a très bien compris. Et du coup, c'est vrai que ça nous a beaucoup facilité les choses. C'est aussi génial, en fait, de voir leur relation, surtout maintenant que mon fils commence à être plus grand. Je trouve les relations frères et sœurs, alors ça se passe pas toujours bien, je sais, mais quand ça se passe bien, je trouve que c'est vraiment une relation absolument magique et qui est unique en fait. C'est que tu peux pas comparer à de l'amitié ou tu vois, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper particulier d'avoir un frère ou une sœur. Mais après, quand même, le truc des 10 ans d'écart, on va pas se mentir, ça a été, avoir à nouveau un bébé 10 ans plus tard, tu vois, alors qu'on avait eu le temps de bien récupérer, hein, on était installés en fait finalement dans un truc, tu vois, on était sortis des couches enfin notre fille, voilà, elle était grande, quoi, tu vois, finalement, quand son frère est né. Bon, alors je vous cache pas que ça a fait un petit peu de tsunami, quoi, tu vois, on s'est un peu pris le truc dans la gueule en mode mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours difficile, en fait, voilà, que ce soit d'avoir un enfant, comme d'en avoir un deuxième ou un troisième, je veux dire, potentiellement, ça peut toujours un petit peu chambouler l'ordre établi. Avoir un bébé, c'est toujours fatigant, il n'y a pas de secret, et après, c'est des choix, quoi, tu vois, il y a des gens qui se disent on les fait très rapprochés, comme ça, en gros, tu vois, on est débarrassé de toute la période difficile assez rapidement. Nous, ça a été ça s'est fait différemment, mais moi, perso, je trouve ça hyper cool, et en plus de ça, moi, j'ai des grands écarts d'âge avec mes frères et sœurs. J'ai un grand frère qui a 6 ou 7 ans de plus que moi, là, maintenant, je ne sais plus. Ma sœur, que vous avez déjà vue sur cette chaîne YouTube, on a 13 ans d'écart, voilà, et puis j'en ai encore trois petits en dessous. Donc moi, en fait, pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir un aussi grand écart d'âge. Enfin, ça me choque pas, si vous voulez, entre mes deux enfants. Je me dis pas, oh, putain, 10 ans, c'est énorme. En fait, moi, vraiment, voilà, ça me semble normal et ça me semble très cool, d'autant plus que maintenant je vois la relation que j'ai avec mes frères et sœurs est très cool, malgré le fait en fait qu'on ait cet écart d'âge qui soit énorme, quoi. Allez, avant-dernière question, comment tu vis ton année 2020 ? Ça, il y a quelques personnes qui m'ont demandé genre juste comment j'allais, comment je vivais cette année 2020, etc. Alors comment vous dire J'en parlais un petit peu dans la première partie de cette FAQ, au moment où je parle des réseaux sociaux et du fait que j'en ai eu ras-le-bol voilà, cet été, et que j'ai fait une coupure. Bon, vous savez que moi je suis pas du genre à étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Enfin, vous connaissez voilà beaucoup de choses à mon propos. Je vous raconte évidemment des trucs, etc. Mais il y a des choses de ma vie privée voilà qui restent privées et que je ne partagerai pas parce que c'est comme ça et que c'est le choix que j'ai fait. Et que j'ai envie que ça reste comme ça. Il n'empêche que... Alors, je ne sais pas, en fait, je me pose régulièrement la question. Je me dis, est-ce que c'est un biais de négativité où vraiment tu te dis, l'année 2020, ça a été une putain d'année de merde à chier sa race, ou alors, tu vois, si tu prends un petit peu de recul, tu te dis, non, il y a quand même eu des trucs sympas, tu vois. Alors,
Bon, je ne sais pas. Il y a sûrement le biais de négativité, tu vois, qui rentre dans l'équation. Toujours est-il que moi, l'année 2020, si tu veux, alors ça n'a pas été une année entièrement merdique où j'ai eu que des merdes ou des trucs comme ça, tu vois, parce qu'il s'est passé des trucs très positifs et j'ai des très bons souvenirs de même le confinement. Moi, le confinement, si vous voulez, pendant 2 mois et demi, là, je sais plus combien de temps ça a duré, mais moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'étais chez moi avec ma petite famille, là, on était entre nous, on se faisait des burgers maison, des pizzas loupées, des trucs comme ça. Moi, j'ai trouvé ça génial, hein, tu vois. Bon, il n'empêche que en 2020, je me suis quand même pris un certain nombre de tatanes de la part de la vie, des événements et des expériences dont je ne parlerai pas forcément ici parce que j'en ai pas forcément envie, mais ouais, ça a pas été d'un point de vue personnel, ça a pas été super évident comme année. D'un point de vue professionnel, alors je parle pas forcément d'un point de vue voilà business parce que voilà mes affaires se portent bien, on va dire ça comme ça. Après d'un point de vue relation à mon travail, encore une fois j'en parle dans la première partie de cette FAQ. Moi voilà, ça a été assez compliqué la période entre la fin du confinement et voilà, et la fin des vacances scolaires. Donc ces quelques mois là, ça a été difficile pour moi parce que voilà, c'était un mélange en fait de difficultés personnelles et d'ambiance sur les réseaux sociaux qui était assez difficile à gérer pour moi. Et voilà, je pense, vous savez, de toute façon, à partir du moment où on se prend une pandémie sur le coin de la gueule, je pense qu'on peut pas dire que c'est une année géniale. Il n'empêche que quand même, moi j'essaie tout du moins de mettre un point d'honneur à voir le positif. Voilà, moi j'ai vécu des trucs super quand même cette année 2020. J'ai pu passer plein de temps, par exemple avec ma famille nucléaire, avec mon chéri et nos 2 enfants. On a passé des super moments. J'ai pu, voilà, quand le confinement était terminé, j'ai pu passer des super moments aussi avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. J'ai pas perdu mon boulot par exemple. J'ai pas été impactée par la pandémie, alors que je sais qu'il y a plein de gens pour qui professionnellement c'est hyper difficile. Enfin bref, voilà, j'essaie toujours moi quand même de voir le positif, de tirer le positif de toutes les situations et de tous les événements et de tous les trucs que je peux vivre dans ma vie. Mais je sais que ça changera rien en fait quand on passera de 2020 à 2021. Je sais que tu vois, il y a pas un truc comme ça qui va s'enclencher genre oh ça sera merveilleux, mais tu sais, pour la symbolique, j'ai hâte que cette putain d'année se termine. J'ai dit avant-dernière question avant, mais non, en fait, il y en a juste, alors, une que je vais, alors, à laquelle je vais pas répondre, parce que j'aimerais en parler dans une autre vidéo, mais bon, attendez, parce que là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? On ne comprend rien. On m'a beaucoup demandé où est-ce que j'en étais par rapport au véganisme, si j'étais encore végane, si je mangeais encore végétalien, etc., etc. C'est une question à laquelle je vais répondre, je pense, dans une vidéo dédiée, sachant que je vous dis ça, mais je ne suis vraiment pas sûre de la faire. En fait, c'est une vidéo, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre enfin une question plus exactement que j'ai envie d'aborder depuis longtemps. Après, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, à savoir parfois un milieu vraiment très très hostile, où quand tu as le malheur voilà, de ne pas, enfin comment dire, d'aller à contre-courant ou de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou des choses comme ça, je ne vous cache pas que je suis un peu angoissée à l'idée de potentiellement poster cette vidéo, mais honnêtement c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder parce que je pense que vous l'avez compris, mon point de vue sur la question et ma situation entre guillemets, je sais pas comment dire, a quand même beaucoup évolué, surtout ces 2 dernières années, surtout depuis la naissance de mon fils. Encore une fois, je pense que vous avez compris que moi l'arrivée de mon fils, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma vision du monde et de la vie, voilà, dans sa généralité. Je voulais quand même en parler rapidement dans cette vidéo pour vous dire que je prévois, a priori, peut-être, si les planètes s'alignent, de faire une vidéo à ce sujet, si je ne me dégonfle pas en cours de route. Voilà. Et enfin, la dernière question à laquelle j'avais envie de répondre et qui est aussi énormément revenue, alors sous des formes différentes, mais qui n'est autre que à quand un 3e enfant, à quand un nouveau bébé, est-ce que tu veux un 3e enfant, est-ce que tu vas faire... Enfin bon, voilà, vous avez l'idée générale. Alors, je place cette question dans cette FAQ, alors honnêtement pas pour forcément y répondre de façon personnelle, mais plus pour faire passer un message qui est que
s'il vous plaît, je sais que, voilà, je connais assez bien ma communauté, je sais que pour la plupart, vous êtes des gens qui sont extrêmement bienveillants, des gens qui sont extrêmement bien éduqués, des gens qui sont extrêmement humains, et je sais qu'en fait c'est très difficile de se rendre compte à quel point cette question est problématique et à quel point il faut arrêter vraiment de demander ça aux femmes, même s'il n'y a même pas de curiosité malsaine, et c'est juste une question qu'on poserait comme on la poserait à une copine. J'ai d'ailleurs des personnes dans mon entourage qui parfois, voilà, des personnes dont je suis pas forcément très proche, tu vois, mais bon, bah, des fois dans la vie, hein, tu croises des gens comme ça que tu connais un petit peu, et ils te posent cette question, tu vois, vraiment, ils sont là, tu sais, entre le café et le dessert, quand le petit troisième, tu vois. Il faut arrêter de poser ce genre de questions aux femmes, et pas que la question de à quand le petit troisième ou à quand le petit deuxième, la question des enfants tout court. Vous ne savez jamais en fait ce qui se cache derrière une absence d'enfant pour une femme, ou derrière l'absence d'un deuxième ou d'un troisième enfant. Vous ne savez pas ce que cette femme a vécu. Peut-être que cette femme, par exemple, est stérile, ou que son conjoint est stérile, qu'il n'arrive pas à faire d'enfant, que ça fait des années qu'ils essaient, et voilà, et on va plutôt dire nous, les êtres humains, tu vois, on débarque comme ça avec nos gros sabots, et alors quand est-ce que vous faites un petit bébé, là, alors, qu'est-ce que vous attendez? Bah, t'as quand même 34 ans, déjà, tu vois. Non, mais je sais pas si vous vous imaginez la violence du propos quand il est reçu par une personne je sais pas, genre, qui peut-être depuis 6 ans essaie d'avoir un enfant, tu vois, et passe en plus par des trucs, des PMA, j'ai écouté, il y a eu un épisode de Bliss Stories, il y a quelques semaines, moi, qui m'a vraiment, qui m'a un peu soufflé. C'est une nana, en fait, qui a fini par faire un enfant toute seule. Et putain, c'est hyper dur, quoi. Pas forcément le fait qu'elle le fasse toute seule, mais je veux dire, toutes les démarches, etc. On se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il peut y avoir derrière, encore une fois, une absence d'enfant. Ça peut être aussi, accessoirement, des gens qui ne veulent pas d'enfants. Hein, c'est-à-dire, ça existe. Ce n'est pas parce que tu es une femme et que tu as un utérus que tu es obligatoirement obligé, que genre tu n'as pas le choix de faire des enfants. On a le droit de ne pas vouloir d'enfants. C'est comme on a le droit de ne pas vouloir, je sais pas moi, couper ses cheveux ou manger de la viande. Hein, c'est exactement la même chose. Je pourrais vous donner, je pense, 1000 exemples de situations dans lesquelles c'est extrêmement violent de recevoir ce genre de questions. Vous pouvez par exemple poser cette question à une femme qui, je sais pas moi, ces 3 dernières années fait fausse couche sur fausse couche, ou je sais pas, une femme qui, avec son conjoint, est en train à entamer des démarches pour adopter. Alors on sait, enfin vous le savez peut-être pas, mais alors je veux dire, adopter un enfant, c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué, et je pense que c'est extrêmement lourd en fait à porter, et extrêmement aussi douloureux, surtout quand on a très envie en fait d'avoir un enfant. Il peut, en fait, bon bref, voilà, il peut y avoir 1 milliard de raisons pour lesquelles une femme ou un couple n'a pas d'enfant tout court, ou n'a pas de deuxième enfant, ou n'a pas de troisième enfant. Donc j'avais juste envie de dire un petit mot. Alors vous savez, moi je dis petit mot, mais avec moi rien n'est jamais petit mot, hein. C'est-à-dire que ça prend toujours des plombes, hein, parce que je suis là, je tartine. Mais voilà, ça me tenait à cœur en fait de dire ça, parce que c'est très important. Il est temps qu'on s'éduque tous sur la question, et qu'on arrête en fait de demander aux femmes quand est-ce qu'elles vont avoir des enfants, ou si elles vont en avoir un deuxième, un troisième, un huitième, ou quoi au casse. Vraiment, en fait, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans l'utérus des femmes, ce qu'elles décident de mettre ou de ne pas mettre dans leur utérus, ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent, en fait, vraiment, il faut arrêter de s'en occuper. C'est limite, voilà, vaut mieux leur demander, leur parler de leurs cheveux ou des choses comme ça. Hein. Bon, bref, voilà. Cette vidéo est terminée, donc écoutez, comme la première, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses, et que peut-être ça aura ouvert des réflexions chez vous, tout ça. Si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner, car c'est gratuit, et peut-être que comme ça, vous verrez toutes mes vidéos, ou pas, ça dépendra du bon vouloir de YouTube. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine.